Bonjour à tous, bienvenue dans Panorama sur News Sécurité, le grand débat sur les sujets de fond de la sécurité. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à savoir comment la sécurité privée doit communiquer, quelles sont ses pratiques actuelles en termes de communication et de médiatisation. Le fait-elle bien d'ailleurs, et doit-elle s'inspirer de ce que fait la sécurité publique, police et gendarmerie, de plus en plus présente dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux. Quelle cible doit viser la sécurité privée, professionnelle, grand public, les jeunes? Et puis, par quel biais doit-elle le faire? Est-ce que ce sont les médias et les réseaux sociaux, par exemple? Alors, sur mon plateau, pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir Sonia Fibloy, porte-parole de la Direction Générale de la Police Nationale et commissaire divisionnaire. Bonjour Sonia. Bonjour Alexandre Carré. Merci d'être présent sur le plateau d'A-News Sécurité. Face à vous, Claude Tarlet, le président de la Fédération Française de la Sécurité Privée. Bonjour Claude. Bonjour Alexandre Carré. Éric de Ritmaten est à votre côté, journaliste sur CNews et sur A-News Sécurité, entre autres spécialisé économie, sécurité, médias. Bonjour Éric. Bonjour Alexandre. Et pour compléter cette Dream Team, Mickaël Léjard, directeur de la publication d'A-News Sécurité. Bonjour Mickaël. Salut Alexandre, comment ça va? Très bien, très bien, si bien entouré. Alors pour lancer le débat, j'en parlais il y a un instant, avant de savoir comment la sécurité privée communique aujourd'hui. Déjà, une question, pourquoi doit-elle communiquer, elle qui a l'habitude de vivre dans l'ombre? Qui veut prendre la parole? Déjà, moi je veux bien la prendre. On parle de communiquer et aussi d'informer. Il faut nuancer les deux propos. Sur la communication au niveau de la sécurité privée, il y a la communication des entreprises de sécurité privée, que ce soit dans la surveillance humaine, les nouvelles technologies, les drones, la cyber, etc. Où le but et l'objectif, c'est de chercher des nouveaux clients, des prospects. Donc en ce sens, vous avez les salons professionnels, vous avez les médias comme A-News Sécurité, la presse, éventuellement les réseaux sociaux. Et puis après, il y a aussi communiquer et informer pour justement se faire connaître et avoir une démarche pour le recrutement, par exemple, pour faire en sorte qu'on fasse venir de plus en plus de personnes, de jeunes. On sait que pour les JO 2024, on va manquer de 25 000 agents de sécurité. Donc par où passe cette communication et cette information? Par le biais des grands médias, mais aussi des médias sociaux. Et là, je dirais qu'il y a un manque grave, cruel par rapport à la profession, mais qui existe depuis de nombreuses années, qui est aussi, je me permets de dire, une faute énorme de la part des associations professionnelles et des syndicats qui n'arrivent pas à se coordonner ensemble et parler d'une même voix autour de ce sujet d'importance et qui a des conséquences dramatiques. Puis enfin, il y a aussi les acteurs de la sécurité privée, les prestataires eux-mêmes, qui pendant trop longtemps, on voulait... Vivons cachés, vivons heureux, qui était un peu dans l'idée, non, il ne faut pas dire les choses parce qu'on est dans la sécurité. Donc il y avait très mystérieux tout ça. Oui, très mystérieux dans ce côté limite service secret. Voilà. Donc et à la fin ils disent mais comment se fait si on nous prend la sécurité avec un agent de sécurité, un vigile et le chien. Voilà l'image qu'ont les citoyens, nos concitoyens de la sécurité privée. Donc c'est dramatique parce que ça a des conséquences qu'on expliquera tout à l'heure. Alors l'avis du président de la Fédération Française de la Sécurité Privée, Claude Tarlet, justement sur pourquoi communiquer aujourd'hui, avant de savoir comment déjà vous communiquez. Je crois qu'il y a, et Mickaël vient de le dire, un problème de fond dans cette profession qui est traversée par des évolutions très très fortes dans tous les domaines. Elle a toujours eu une très grande réserve pour parler d'elle, globalement. Et puis souvent, on a réfléchi à cette profession en parlant des agents de sécurité, essentiellement des agents de sécurité. On a peu observé les évolutions qui finalement accompagnent la mission de l'agent grâce à de nouvelles technologies et grâce à aujourd'hui des innovations très très fortes. Et on voit bien que dans le monde de la sécurité privée aujourd'hui, il y a finalement deux espaces. Il y a l'espace de l'intelligence et des technologies qui est habitué culturellement à communiquer et qui souvent est très présent sur les réseaux et dans les médias, mais qui parle aussi d'un monde de valeurs. Et puis il y a le monde des ressources qui est malheureusement dans un marécage beaucoup plus difficile à maîtriser et qui a du mal à mettre en perspective d'abord les métiers et puis surtout les services. Donc aujourd'hui, nous avons tout à construire, mais tout à construire à condition que petit 1, nous ayons une vision collective, ce qui n'est pas le cas. Petit 2, que nous ayons une pensée et des messages clairs, ce qui malheureusement n'est pas encore le cas. Et troisièmement, que nous ayons la volonté de nous adresser à des populations qui soient en rupture avec celles que la plupart des entrepreneurs ont eu l'habitude
de recruter d'accord. depuis 10 ou 20 ans. De s'ouvrir à un Donc, public plus large. nous avons un problème fondamental à traiter. Et d'ailleurs, les enquêtes d'opinion qui avaient été menées par notre fédération avec l'IFOP montraient que la population était de plus en plus intéressée par le développement des activités et des services de notre profession, mais qu'elle avait encore effectivement un peu de méfiance, et que cette méfiance était étroitement liée au fait qu'elle avait du mal à identifier les différents métiers, les différentes compétences. Le véritable enjeu, pour répondre à ce que disait Michael, c'est l'opinion publique. La sécurité privée doit parler aux citoyens, oui, et le jour où elle le fera, et de manière efficace et structurée, elle gagnera en image. Pour ça, il faut que les entreprises de sécurité privée ouvrent leurs portes et le réflexe aujourd'hui d'expliquer leur métier. Bien sûr, parce que et qu'elles se mettent en ordre. Les conséquences, c'est la suspicion, qui est très grave. Alors, certains métiers ont des réserves, d'autres sont plus Sauf ouverts. que, comme vous le disiez, le grand public, pour le moment, quand on parle de sécurité privée, c'est un vigile et un chien et rien d'autre. Donc ça limite beaucoup. Le regard des médias, Éric de Ritmaten, là-dessus, sur cet univers, est-ce que quand on est journaliste, média, presse nationale comme ça paraît très flou, la sécurité privée? Oui, c'est flou, c'est opaque. D'abord, on a beaucoup d'informations quand on parle de sécurité par la police ou la gendarmerie. Ce qui dit sécurité dit avant tout sécurité publique. Bien sûr. Et on n'a pas le réflexe de l'entreprise privée. Je pense que les entreprises devraient communiquer déjà par les innovations. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui innove, on le voit bien avec le salon Millepol, qui nous donne toutes les innovations technologiques, la reconnaissance faciale, etc. Là, il y a vraiment de l'information, et la presse est demanderesse de ce genre d'informations sur l'angle technologie-innovation. Après, je pense qu'il y a aussi un besoin, on en parlait tout à l'heure, de statistiques. Alors, statistiques, c'est plus du côté du ministère de l'Intérieur et moins du côté. Est-ce que vous seriez crédible si vous disiez 64% des Français aimeraient avoir un garde du corps? Vous voyez, enfin voilà. Et pourtant, peut-être que ça viendra. À la longue, à force d'avoir des menaces partout, peut-être qu'un jour, on sera obligé de sortir dans la rue. On voit bien avec les journalistes maintenant qui sont attaqués quand ils commencent à prendre position. Quand on le voit bien sur CNews, Christine Kelly ou d'autres journalistes qui ont été attaqués récemment. Donc ça veut dire que peut-être on aura besoin d'être rassurés. Et les entreprises de sécurité ont un rôle à jouer en expliquant comment on s'y prend. Après tout, on avait bien autrefois des gardiens dans les immeubles qui ont été remplacés par des portes électroniques. On va peut-être revenir au gardiennage d'immeubles, et dans des immeubles où on a les moyens, on a, comme aux États-Unis, souvent des bellman, on appelle ça, ou des doorman, qui s'occupent de la sécurité de l'immeuble. Pourquoi pas? Donc il y a un marché aussi. Donc je résumerai angle économique, statistique et angle aussi innovation. Alors, justement, Claude Tarlet, Michael Léjard, comment aujourd'hui la sécurité privée communique? D'abord, est-ce qu'elle communique? Elle communique différemment selon, encore une fois, les secteurs. Quand on parle de sécurité privée, il n'y a pas simplement les agents de sécurité. Oui, vous avez des conseils, vous avez des transporteurs de fonds, la sûreté aéroportuaire, des installateurs, des télésurveilleurs, des détectives. Et selon la profession à laquelle ils appartiennent, ils ont plus ou moins d'histoire, d'expérience dans leur communication. Mais très souvent, ils ont quand même, et globalement, à l'exception des professions qui innovent ou qui développent des outils technologiques ou qui sont dans le monde de la cyber, que je crois être ceux qui nous poussent. Contrairement à ces professions-là, dans le reste de nos métiers, on a beaucoup de difficultés à communiquer. Pourquoi? D'abord parce qu'on ne parle pas correctement de chacun de nos métiers. On a du mal à identifier clairement ce que nous faisons. Deux, nous ne mettons pas suffisamment en valeur les actions. Non, mais c'est une réalité. On est là pour regarder les choses telles qu'elles sont. Mais non, je crois que globalement, nous avons du mal à mettre en valeur, mais c'est un problème culturel, il faut évoluer, les actions que nous menons au quotidien et qui sont utiles aux entreprises, mais qui sont aussi utiles aux citoyens. Je rappelle la présence très forte de cette filière pendant la période de la pandémie. Sans nos agents pour assurer le calme dans des endroits où manifestement il y avait des tensions, nous aurions peut-être connu des problèmes graves. Sans des installateurs pour équiper des bâtiments restés libres, nous aurions eu des difficultés. Mais nous ne le mettons pas en valeur. Mais parlons-en, tu parles de communication. Je veux dire que la communication au niveau de la sécurité privée, d'accord, la communication au niveau de la sécurité privée, on ne peut pas dire qu'elle est mal faite parce qu'il recherche le ROI. Et le ROI se trouve dans les salons professionnels, bien sûr. Dans des rendez-vous one-to-one, etc. Donc il y a cette recherche perpétuelle, retour sur investissement. C'est une recherche perpétuelle de la part des prestataires pour aller chercher le prospect, le client. Bon. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Il faut travailler l'image. Exactement. Il faut travailler les valeurs qui sont portées aussi par les activités. À la fois au niveau des futurs clients. Donc ça, c'est une chose, c'est la communication. Après, c'est là où je parle d'information. Tu me parles de ce qui s'est passé pendant la Covid.
mais moi, les bras m'en tombent. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune association, syndicat, fédération dont tu présides, qui a communiqué de manière vertueuse, justement pour dire, voilà notre métier, voilà ce qu'on représente, le métier de la sécurité, voilà nos valeurs, et qu'il faut parler au niveau des grands médias, de la presse télé, presse écrite, etc., sensibiliser les journalistes, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis ce club, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est incroyable que ça ne se fasse pas encore aujourd'hui. Oui, mais alors là, ne parlons pas la langue de bois. Les médias ne nous accueillent pas. Ils ne nous accueillent que lorsqu'il y a aujourd'hui des incidents ou quelque chose qui parfois est de nature à. Mais parce que ça, c'est les conséquences, Claude. Parce qu'il n'y a pas un travail qui est fait aujourd'hui. Bien sûr, mais ce travail doit être construit. Il n'y a pas un travail collectif qui est fait aujourd'hui pour justement sensibiliser les journalistes et les grands médias au métier de la sécurité et sûreté. Eric l'a dit tout à l'heure, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller vers la sécurité publique. Déjà, pourquoi? Parce que on est dans un état régalien, c'est légitime. On verra aussi tout à l'heure pourquoi la sécurité publique communique et informe beaucoup mieux que la sécurité privée, c'est sans commune mesure. Bien sûr. Et je pense qu'on a des exemples, il y a des exemples à prendre en compte, et ça, c'est fondamental. Et je terminerai par une chose, tous les corps de métier, quels qu'ils soient, dans le métier de la supply chain, dans les métiers des fruits et légumes, les boulangers, etc., communiquent à un moment donné sur les valeurs des artisans. Bien sûr. Et ils ne communiquent pas sur leur propre entreprise, Bien ils sûr. communiquent sur leur... Alors moi, après, quand on me dit, on va manquer d'agents de sécurité, on va manquer de ceci, on va manquer de cela, ce sont les conséquences, et vous avez... Mais il n'y a plus que les yeux pour de la voir. baisse d'une attractivité pour l'ensemble des métiers. Responsable. Bien sûr, collectivement, c'est une évidence. Moi, je voudrais rajouter une chose, c'est que les journalistes, ils sont tellement sollicités avec 50 millions de sujets aujourd'hui que si vous n'allez pas les draguer, ils vont pas venir vous chercher. Il faut les draguer, il faut surtout avoir des messages clairs et des messages Il ne positifs. faut jamais dire la presse ne s'intéresse pas à nous. Il faut aller au-devant de la presse. Moi, j'ai eu la chance de passer de journaliste, communication, journaliste. Donc j'étais au milieu de ma carrière, j'ai été quand même 12 ans directeur de communication Siemens et BMW, qui étaient finalement des entreprises de sécurité. Oui. Mais alors Siemens, c'était intéressant parce que quelle entreprise bizarre, allemande, on l'appelait l'entreprise Teuton, le mastodonte allemand, et pas facile de communiquer. Il y avait une branche qui s'appelait Siemens Building Technology, SBS aussi. Écoutez, c'est extraordinaire, j'ai réussi à faire venir TF1 et avoir un sujet dans le 20h, parce qu'on a emmené un journaliste que je ne citerai pas, en Suisse, dans un tunnel, pour montrer comment étaient les systèmes de sécurité de détection incendie. Qu'est-ce qu'elle veut, la télévision? C'est de l'image, c'est de l'explication, c'est aller sur le terrain. On rejoint ce que disait Michael tout à l'heure, si vous avez des l'entrée dans les entreprises. Il faut avoir de la matière, et après la mettre en place, enfin en œuvre, et bien la présenter. Et puis il faut la choyer, il faut la coller pour... Vous avez de l'actualité. La sécurité privée, aujourd'hui, on parlera des donneurs d'ordre aussi, des directeurs de sécurité, aujourd'hui, ça se regarde. Voilà. On se regarde le nombril, c'est ça que ça se regarde le nombril. Bien sûr. Voilà. C'est un cercle fermé qui a beaucoup de mal à s'ouvrir vers l'extérieur et beaucoup de mal, tu le disais tout à l'heure, il y a juste trigger, à ouvrir les portes des entreprises pour faire tout simplement partager l'action qui est menée par les agents ou par une équipe. Et c'est profondément ce qui doit changer. Alors, mais pour changer, il faut qu'il y ait une volonté collective. Ce que j'aimerais pouvoir appeler le grand frère, doit-elle s'inspirer de la sécurité publique, la sécurité privée, police et gendarmerie extrêmement présentes dans les médias et les réseaux sociaux. La gendarmerie est sur les réseaux sociaux depuis 10 ans, sur TikTok en 2022. Quelques chiffres pour la gendarmerie. Oui, la police nationale, j'y viens. Ah, vous aussi sur TikTok? Non, nous sommes sur TikTok. Ah oui, d'accord, c'est pas eux. Voilà. D'accord, vous avez un pas d'avance sur la gendarmerie. Alors, la gendarmerie sur LinkedIn, 70 000 abonnés. Sur Facebook, 866 000 abonnés. Sur Instagram, 250 000 abonnés avec 1300 publications. Bon, j'avais des chiffres TikTok, donc ils sont peut-être faux. Alors, police, magnifique. LinkedIn, 25 000 abonnés. Facebook, 760 000 abonnés. C'était quand j'ai préparé mes fiches, ça a peut-être sûrement augmenté depuis. Instagram, 155 000 abonnés avec 476 publications. TikTok, 755 000 abonnés. C'est monstrueux. Oui. Pour faire une comparaison, la FFSP, LinkedIn, 3400 personnes. Pas de Facebook, pas d'Instagram. TikTok, vous savez ce que c'est? Bien sûr. Il n'y en a pas. Le GES, LinkedIn, 25 000 abonnés. Pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de TikTok. Et après, on peut prendre des entreprises. Securitas France, qui est présent sur Insta, mais essentiellement pour des annonces d'emploi. Cette année, Sécurité, 182 abonnés, 2 publications. Ceris, fiducial, honnête, pas de compte Instagram. Peu présent sur Facebook, pas très original au niveau des contenus. Pas très grand public, très pro, mais pas très grand public. Le seul qui communique de façon un petit peu originale,
rappelle, c'est Vérissure, 4500 abonnés, 200 posts originaux, des espèces de mini-films assez sympathiques, etc. Juste avant de vous donner la parole, nous expliquer un peu comment vous fonctionnez, je voudrais justement qu'on voit en image ce que vous proposez, aussi bien avec une campagne de publicité sur le recrutement qu'on va découvrir, et on va enchaîner tout de suite après avec un post TikTok ou Instagram très court fait par le RAID, qui est une des instances de la police. Protéger. Protéger l'autre, les victimes et les plus fragiles. Protéger sur le terrain et protéger au-delà. Protéger le jour, la nuit. Protéger la vérité. Protéger le quotidien et l'imprévu. Protéger la société. Protéger nos institutions et nos valeurs. Protéger le plus beau des métiers. Voilà, c'est beau, c'est fort, c'est impactant. Alors ça, c'est une campagne nationale sur les médias, donc fait avec une agence. Donc là, il y a un petit peu de moyens. D'un autre côté, vous faites aussi avec vos propres moyens pour alimenter tous vos réseaux sociaux. On en parle dans un instant parce qu'on se regarde justement cette petite vidéo faite par les gars du RAID qu'on salue et qui est très sympa. Because good music can be so hard to find. So hard to find. I'll take your hand and hold it closer to mine. Yeah. Our love was there, but now you're changing my mind. My heart's a stereo. A piece of you, so listen close. Hear my thoughts in. Voilà, Sonia Fibloy, alors au niveau de la police, comment ça s'est mis en place, ça, j'imagine, depuis un certain nombre d'années? Oui, tout à fait. Alors, je vous précise pour la vidéo qu'on vient de regarder que c'est le service de communication de la police nationale, le SICOP, que je représente, qui se rend dans les unités, au RAID, en police scientifique, partout dans toute la police, dans toutes ses composantes, pour faire ses spots et ses posts, in fine, sur les réseaux sociaux. C'est une équipe de combien de personnes? On est une cinquantaine de personnes au service de communication. Mais nous avons 2-3 personnes qui sont dédiées spécifiquement pour TikTok et des community managers qui sont spécifiquement dédiés sur les réseaux sociaux. Et puis TikTok, vous en avez parlé, une forte communauté, d'autant plus forte que nous nous sommes mis sur le réseau TikTok que depuis juillet 2021, ce qui montre qu'il y avait un véritable besoin. Et j'y reviendrai après. Alors juste au préalable, j'ai le sentiment qu'on partage un petit peu presque les mêmes enjeux, parce que la police nationale est une institution d'action, donc une institution d'exposition. Qui dit exposition dit critique incessante et besoin de communiquer fortement sur nos actions, sur nos missions et sur les personnels, les femmes et les hommes qui composent cette institution. Donc on y a l'habitude. Alors ça nous aide à progresser d'un côté, constamment être à l'écoute de ce qui se passe, y compris sur les réseaux sociaux, même qui polarisent beaucoup et qui cristallisent beaucoup de radicalité parfois, mais en même temps on considère que c'est une mission de service public pour nous d'informer et d'expliquer nos missions et le sens de notre action pour déterminer le cap pour notre personnel interne, mais également pour expliquer notre mission envers la population. Donc les mêmes enjeux parce que oui, nous avons également des enjeux de recrutement, c'est extrêmement important, donc nous devons montrer ce que l'on fait pour attirer au maximum les personnels, enfin les jeunes qui ont envie de rentrer dans la police nationale, jeunes et moins jeunes d'ailleurs, avec voilà, tout à fait, avec des profils très très diversifiés, parce qu'on ne recrute pas que des purs juristes ou des gens qui ont fait Sciences Po selon les niveaux de grade, mais on recrute aussi des ingénieurs, des biochimistes, des comptables, enfin vraiment une diversité de métiers qui se retrouvent dans nos institutions. Donc recruter, c'est un enjeu fondamental. Je dirais que le deuxième enjeu, c'est aussi en interne que l'on se fédère autour d'une marque, entre guillemets, police nationale, puisque vous savez que la police est aussi hétérogène, parfois parce que nous avons des missions différentes, des missions en tenue, des missions en civil, des missions scientifiques, des missions d'intervention, des missions d'enquête, des missions de protection, bref, une diversité de métiers
On dit régulièrement que nous avons 150 métiers différents dans la police nationale et ces métiers-là doivent être fédérés autour d'une marque unique, d'une bannière unique qu'est la police nationale. Et ça, c'est un deuxième enjeu, un enjeu vraiment d'uniformité. Il y a un vrai parallèle avec la sécurité privée. Oui, bien tout sûr, à fait. Tellement de métiers, de ce point de vue-là, fédérés. De ce point de vue-là, je partage tout à fait le constat. Et notre troisième objectif, très rapidement, c'est également d'influencer, de peser dans les décisions, évidemment, d'expliquer, d'influencer auprès de la population notre action, ce que l'on fait pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait un maximum d'adhésion à notre action et nous y tenons particulièrement. Éric de Ritmaten. Oui, la police ou la gendarmerie en plus emmène sur le terrain des journalistes. Il y a des opérations qui sont prévues à l'avance, soit sur des arrestations, enfin souvent il y a des coups de filet, des choses comme ça, la police est là, nous invite la presse, et aussi par exemple quand il y a des grandes opérations le samedi soir, pour essayer de faire des arrestations dans Paris, montrer les services de sécurité sur le périphérique. La police aussi fait bien sa communication. On en voit de plus en plus on voit les médias, caméras, voilà. Et c'est peut-être qu'en faisant le parallèle avec vous, c'est ça qui manque, c'est peut-être d'emmener sur le terrain des journalistes après avoir tissé des liens pour qu'ils aient confiance et aillent faire des Attendez, juste, je veux vous dire, nous on a une émission en immersion sur News Sécurité où on va faire découvrir les coulisses de la sécurité privée. Pour arriver à monter une émission, je peux vous dire que c'est la galère. Parce que tout est privé, il faut rien montrer, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Mickaël. La sécurité dans le métro, c'était très intéressant ce que vous avez montré. Si je me permets, je comprends parfois les réticences parce que notre communication même en sécurité publique est très contrainte. Nous avons des contraintes qui sont fortes. Nous parlions de vecteurs tout à l'heure, évidemment, il y a les médias, la presse, et nous sommes très contraints parce qu'on a d'un côté un double étau, je dirais, une communication politique et une communication syndicale qui est diversifiée et qui est très hétérogène également, et en plus une contrainte juridique, un deuxième étau qui est celui des enquêtes, avec sous l'autorité du procureur de la République. Excusez-moi, moi je suis très fan de toutes ces émissions qu'on voit sur les médias français, sur les télés, où on voit en immersion avec le RAID, le GIGN, dans des enquêtes, sur les entraînements, donc ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça quand même. Effectivement, nous arrivons, avec toutes ces contraintes, quand même, à desserrer l'étau, et c'est le rôle de la communication institutionnelle d'ailleurs, de desserrer cet étau et de prendre cette ligne qu'on arrive parfois à faire. Mais il faut protéger l'anonymat des victimes de l'enquête, protéger le secret de l'enquête et protéger évidemment aussi, de plus en plus, et c'est une forte demande en interne, de protéger l'anonymat des policiers. Tous les procédés possibles en montage pour flouter, pour visionner. Mais ça rentre en confiance avec un dialogue constant, quotidien, et c'est notre travail, et notamment au sein du pôle média du service de communication, d'être en relation constante avec les journalistes pour monter cette relation de confiance pour que ça puisse être fait. Là, on vient de voir un magnifique clip tout à l'heure. De la police. Pourquoi magnifique? Oui, parce qu'il y a de l'émotion, parce qu'on voit les choses, on montre. On est entre la communication et l'information. On est un peu dans les deux. Quid d'un spot comme ça, où on voit, ça peut être sur la surveillance humaine, ou la cyber. Moi, je rappelle que 90% des salariés de la cyber sont des hommes. Bien sûr. 90%. Quand on me dit que la cyber communique bien, etc., on peut en reparler. Cybersécurité, 90% des salariés sont... Non, mais je crois qu'il ne faut pas... Claude, juste, il ne faut pas être réducteur. Il faut avoir une vision plus globale. Oui, mais je suis plus global. Aujourd'hui, où sont les spots qui nous emmènent au JO 2024, présentant les magnifiques métiers de la sécurité, notamment les agents de sécurité en vue des JO et la Coupe du Monde 2023, il ne faut pas l'oublier, et ensemble. Et pas, il y a telle entreprise qui communique elle-même, puis l'autre là, avec des messages qui sont très flous, très différenciants. Et ça, c'est votre rôle au niveau des associations et syndicats de vous regrouper là-dessus. Donc il y a un manque cruel qui sont les conséquences d'un manque d'entente évident. Mais les objectifs, ils sont quoi pour communiquer ou informer dans la sécurité privée? C'est l'emploi, première chose. Sensibiliser les journalistes des grands médias nationaux et de la PQR. C'est clairement... là-dessus, et c'est comme ça qu'on a créé le club des journalistes, on en a quelque chose demain soir, et puis parler du continuum. Enfin, parlons par exemple de ce qui s'est passé en Afghanistan, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, où on a la sécurité privée qui a aidé le RAID, qui a aidé au rapatriement d'un certain nombre de personnes sur les 2000. Parlons du continuum de la sécurité avec la sécurité événementielle, de ce qu'elle produit. Parlons de certains agents de sécurité aujourd'hui qui sont armés, notamment chez Disney ou d'autres entreprises, et a priori sur même des bâtiments publics. Il y a tout, et parlons de ce qui se passe aussi en Europe. Mais vraiment, si vous le permettez quand même, parce que
après effectivement cette présentation, il y a un certain nombre de réflexions qui sont nécessaires. Il y a effectivement beaucoup à peut-être regarder, observer de la dynamique de communication de la police nationale, à l'évidence. La police nationale a une légitimité forte, elle a des moyens, et la filière de la sécurité privée n'est pas encore arrivée à ce stade de maturité, même si elle essaie de faire des efforts pour en effet penser collectivement, avoir un message collectif. Mais il y a des moyens. Les moyens aujourd'hui ne sont pas mis à la disposition, des moyens financiers, des moyens humains, avec des ressources. Globalement, chacune des organisations professionnelles, on est très hétérogène, nous aussi. On a globalement un marché de 350 000 personnes, 25 000 entreprises, 17 milliards. Et vous imaginez bien que dans ce marché-là, il y a des organisations qui ont plus ou moins de moyens ou qui, par leur histoire, sont plus ou moins convaincues de la nécessité d'investir dans l'information, moi j'aime bien cette différence, et la communication. Et pour rassembler tous ces acteurs, il faut d'abord qu'il y ait une vraie volonté collective de le faire. Il faut parler ensemble et non pas chacun dans nos espaces. Donc il faut lutter contre cette hétérogénéité et il faut nous aussi qu'on ait cette marque, c'est-à-dire une identité économique filière de la sécurité privée qui intervient en appui finalement de l'action publique. On ne peut pas faire rêver de la même manière, et ce serait même d'ailleurs dangereux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on parle de nos métiers avec de l'émotion, parce qu'on a des femmes et des hommes qui font un travail remarquable sur le terrain, mais il faut qu'on apprenne à les mettre en valeur. Il faut qu'on apprenne. Ça s'appelle les moyens. Voilà. Ça s'appelle les oui, moyens. mais aujourd'hui, la volonté n'est pas là. Aujourd'hui, Claude, non, la volonté, elle est là. Je suis certain. La volonté elle n'est pas hein, encore commune. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà. Eric. Non, moi je pense que la police et la gendarmerie, ce sont les hommes et les femmes. Hein, c'est l'autorité, absolument, la légitimité. Ça, c'est une chose. Ensuite, dans les entreprises privées, c'est la technologie. Absolument. C'est vous qui développez même ce qui est utilisé par la police. C'est pas la police qui développe ses propres systèmes, même si elle les adapte. Mais vous voyez, je pense aujourd'hui le sujet, c'est est-ce qu'il faut protéger les frontières européennes. Tous les candidats disent oui, faire un mur. Ben, c'est pas un mur comme à Berlin. Ça sera un mur électronique, un mur de détection. La reconnaissance faciale, elle fait un tabac en Israël le long des frontières. Ça, on ne le sait pas, on ne connaît pas. Il y a de temps en temps un petit reportage qui sort comme ça. Et ça, c'est ça qui va passionner, à mon avis. Et ce qu'on ne connaît pas, c'est aussi le rôle de la CNIL là-dessus, parce qu'on se heurte à une législation en France là-dessus. Avec des blocages très importants. Mais des blocages qui sont à la fin dramatiques. Mais là, on revient sur de l'information. Parce qu'aujourd'hui, nos concitoyens ne sont absolument pas au courant de ça. Bien sûr, bien sûr. Enfin, en tout cas, pas assez. Je voudrais revenir sur ces moyens. On en parlait en préparant cette émission. Pour ces clips que vous avez sur TikTok ou sur Instagram, c'est fait maison. C'est fait par une personne qui imagine un scénario, qui travaille peut-être avec le RAID pour voir ce qui est possible de faire. En fait, c'est un travail collectif au sein de mais vous n'êtes pas si nombreux que ça. On n'est pas si nombreux que ça. C'est monté sur un téléphone portable ou un ordinateur. Exactement, une poignée de collègues qui réfléchissent à cela, en fonction des cibles, parce que vous savez que sur les réseaux sociaux, on en parle, mais on parlait de vecteurs tout à l'heure. En termes de vecteurs, nous, on a 3 cibles prioritaires. On a le grand public. Pour toucher le grand public, on a évidemment les réseaux sociaux. Et encore que c'est pas si grand public que ça. Ça dépend de quels réseaux sociaux et on module en fait nos messages en fonction du réseau qu'on investit. Par exemple, on ne va pas investir Facebook de la même manière que TikTok, que plus jeune, évidemment. D'autant qu'on s'est mis sur TikTok parce que on avait constaté, nous avons 73% de la population qui soutient sa police nationale, qui soutient l'image, qui a confiance en sa police nationale. Mais parmi ces 73%, il y a 50% de jeunes qui sont fragiles, et qui décrochent un petit peu. Pourquoi ? Parce que les jeunes sont majoritairement prennent leurs informations auprès des réseaux sociaux. Donc ils ont une perception de la police nationale à travers les réseaux et pas forcément en raison d'une expérience mauvaise ou pas vécue. C'est pas de l'expérience, c'est vraiment de la perception. Enfin, c'est pas de l'information journalistique non plus de ce que vous voulez dire. Donc il faut que vous apportiez. Là, on n'est pas dans l'information, on est dans la communication sur l'image. Donc là, on investit TikTok, Snapchat, etc. Mais on fait aussi de l'information sur Twitter, par exemple, où on essaye de donner, alors en 280 caractères, voilà, c'est court, parce que l'inénarrable, l'ineffable et la subtilité n'est pas forcément sur ce réseau, mais on essaye quand même de donner des informations sur ce qui se passe. On a une ligne éditoriale très forte sur la prévention, sur l'aide opérationnelle, sur la valorisation, par exemple, de saisie de stupéfiants, par exemple, parce que là, c'est du factuel et on n'est pas contraint au secret de l'enquête aussi fortement que, évidemment, sur le reste de l'enquête. Mais voilà, donc on
essaye de cibler par rapport au réseau qu'on investit, par rapport aux cibles. Et puis notre deuxième cible, c'est quand même l'interne. Les policiers, les policières de l'institution. Et nous avons développé aussi parallèlement tout simplement le site intranet. Le PoliceMag, ce qu'on appelle le PoliceMag, c'est un magazine en fait interne que nous développons, que nous allons développer ensuite en numérique, de développer aussi des newsletters et des infos professionnelles qui sont distribuées par mail. Disponibilité auprès des médias sur aussi. Toutes les boîtes mail des collègues. Alors, et c'est pas facile de toucher cette cible interne. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit, on était une institution d'action tout à l'heure. Et ben les collègues sont sur le terrain, les policiers sont sur le terrain, donc ils ne sont pas derrière leur boîte mail, etc. Donc là, on va développer, notamment les smartphones pour chaque policier. Vous savez qu'on a une dotation exceptionnelle cette année avec la LOPMI qui va se présenter, donc un budget exceptionnel qui va nous permettre d'équiper les policiers en smartphones, en tablettes notamment, où on pourra aussi leur donner des éléments de communication interne importants. Pourquoi c'est important ? Non pas pour faire de la com, mais pour leur donner la direction et le cap qui est donné par la direction générale de la police nationale pour justement fédérer cette marque police nationale. Et c'est extrêmement important et c'est prioritaire pour nous, particulièrement cette année et pour l'année 2023, en termes de communication. Et ça, nous y tenons particulièrement. Alors, avant de parler des cibles que vous avez évoquées, on parlait des moyens, justement. C'était pour dire à la FSP, au GES ou à d'autres entreprises de sécurité qu'il finalement, il faut très peu de moyens aujourd'hui pour communiquer un minimum, quand même, sur les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut surtout une volonté collective. Elle n'est pas, aujourd'hui, peut-être suffisamment forte. 2, il faut un message clair et qui soit unique. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des messages qui sont distincts et donc ça brouille. C'est ce que vous évoquiez à l'instant. Il faut ensuite, en effet, au-delà des moyens, un groupe qui, parce qu'il a une volonté claire et parce qu'il a des messages clairs, les structure et organise ensuite ce travail positif que vous évoquiez tout à l'heure. Et évidemment, on peut aller, nous, au-devant des médias de manière beaucoup plus organisée, volontaire, spontanée, à partir du moment où on est ensemble avec un message que nous voulons tous développer. Si effectivement nous y allons les uns et les autres en désordre, nous perdons de l'efficacité et surtout nous perdons celui qui nous entend. Là où je rejoins Claude, c'est que là c'est le travail des associations et des syndicats dans le monde de la sécurité privée d'avoir un sens du collectif. Et aujourd'hui, c'est quand même beaucoup Astérix et moi j'attends... Chacun pour soi, quoi. Il y a beaucoup de villages qui chacun pousse leur pion. Moi j'aimerais bien avoir le festin à la fin, quoi. Voilà, on arrive à tous se rassembler. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Donc sans le barde. Non, mais le barde, il est un peu malheureusement muselé aujourd'hui. Sans le barde, mais c'est clair, on ne peut pas avoir une communication comme a fait... C'est remarquable cette communication, ce spot. Parce qu'elle met en valeur des femmes et des hommes, on l'a vu, sur des métiers différents. Comment ? Parce qu'on va avoir ça dans la sécurité privée, on voit des agents de sécurité, on voit des gens de l'international, on voit des gens pour les drones, dans la vidéoprotection, des installateurs, on voit la sécurité événementielle, des détectives privés, enfin des agents, etc., de la protection rapprochée, les transporteurs de fonds. Enfin, je veux dire, il y a quand même, c'est quand même fou qu'on n'ait pas de spot comme ça dans les grands médias nationaux et PQR. Parce que tu dis on manque de moyens, mais ça c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. J'ai dit il faut des moyens, il faut qu'il y ait des moyens, il faut une volonté collective. Vous n'arrivez pas aujourd'hui à vous parler. Alors, certains se parlent, d'autres se parlent moins facilement, mais c'est ce que j'ai dit, il faut un message clair. Tant qu'il y aura ça, les conséquences seront toujours les mêmes, et puis vous allez faire la même chose, vous allez discuter avec les députés, avec les sénateurs, avec le ministère de l'Intérieur, et ça changera rien. Non, c'est pas ça qui est important, c'est de toucher l'opinion et de valoriser les activités qui sont les nôtres. Déjà, c'est un porte-parole, et je pense qu'un bon porte-parole qui parle bien, qui détonne, les journalistes aiment bien les gens qui parlent bien, qui sont des bons clients, comme on dit. Ensuite, c'est fournir de l'information, c'est faire des études. Soyez un pourvoyeur d'études, de statistiques, de données. Comme vous avez la Fédération des pharmaciens, enfin chez l'ordre des pharmaciens, comme vous avez la Fédération du bâtiment, comme le MEDEF. Mais c'est sûr que Roux de Bézieux, au MEDEF, fait moins rêver que le petit patron de PME. Parce qu'il parle mieux, parce qu'il a des... Alors, je sais qu'après, dans les fédérations, si vous en mettez un en avant, si vous mettez une entreprise en avant plutôt qu'une autre, ça va créer des jalousies. Mais vous voyez, c'est toujours... Mais c'est là où je te rejoins, Eric. L'idée, les dossiers de presse, les statistiques, tout ça, ça doit être l'observatoire de la sécurité. Créer l'observatoire de la sécurité. Volonté collective, pensée collective, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, si je vous écoute, ça veut dire tant qu'il n'y a pas une union sacrée quelque part, personne ne peut communiquer. On ne peut pas imaginer la fédération quand même communiquer, faire des petits spots. D'autres d'ailleurs. Bien sûr qu'on le peut. Je les ai cités tout à l'heure.
Bien sûr, mais ça, on revient sur cette idée quand même où... alors, ce qui est très énervant... Mais on le fait davantage avec plus d'efficacité quand on est ensemble, avec un message commun. Moi, ça fait 20 ans que je suis aux côtés de la sécurité privée. Je vois, il y a quand même eu des évolutions. Il y a quand même des entreprises qui ont évolué. Il faut pas... Mais surtout, c'est que les chefs d'entreprise, les directeurs généraux, ces gens-là, sont des gens profondément républicains. Bien sûr. Ce sont des gens qui aiment la nation, ce sont des gens qui aiment les citoyens, ce sont des gens qui font très attention à leur agent de sécurité. Avec des valeurs très fortes. Avec des valeurs très fortes. Et c'est la même chose chez les donneurs d'ordre, les directeurs de sécurité. Absolument. Ce sont des gens qui ont un cœur, qui... Vraiment, c'est... Donc on devrait pouvoir se retrouver tous ensemble. C'est fou que ces valeurs-là ne soient pas représentées. Voilà, Alors, si je peux me permettre, vous faites un bilan positif de la communication de la police nationale, et vous avez raison, je le partage entièrement. On considère pour autant qu'on est toujours en progrès, on doit toujours progresser. Pour nous, ce n'est pas un satisfait-site, c'est-à-dire que ça ne va pas nous suffire, et on doit toujours faire mieux, faire plus, mieux se connaître, etc. Vous parliez du porte-parole là, oui, je ne peux pas vous dire l'inverse, il faut effectivement, je pense, avoir un porte-parole. C'est pour ça que le directeur général a créé le porte-parole de la police nationale l'année dernière, seulement il y a quelques mois, qui est décorrélé en fait du poste de chef de la communication de la police nationale. Donc c'est une nouveauté aussi en police nationale. Donc vous voyez, on essaie de progresser. Pour autant, parfois on peut souffrir aussi de l'étiquette porte-parole de l'institution, donc message lisse, monocorde et éléments de langage. Ce qui n'est pas vrai, parce que en fait, on parle essentiellement avec sa propre personnalité, avec les éléments, mais avec par contre une conviction forte, qui est celle de la bienveillance vis-à-vis de l'institution au sens de la défense de celle-ci. Parce que finalement, à force de ne pas vouloir parler institutionnellement des choses ou avec bienveillance des choses, parce qu'on a des choses à défendre, à valoriser, tout simplement, et ce n'est pas tronquer la vérité, et on n'est pas du tout non plus dans le déni des difficultés qu'on peut rencontrer sur le terrain, et bien finalement, ne peuvent s'exprimer que nos détracteurs, ceux qui sont contre, ceux qui ont parfois des discours un peu radicaux et extrêmes. Et au final, il y a un déséquilibre, une communication asymétrique entre la communication positive qui mérite de l'être aussi parce que c'est la défense de l'institution et parce que l'institution véritablement a des vraies valeurs et a des vraies forces et des vraies missions à défendre. Et en même temps, au final, des détracteurs. Voilà. Donc il faut laisser la place à cette communication institutionnelle et vraiment je le défends parce que ce n'est pas forcément toujours évident au quotidien de pouvoir la défendre. Non, juste rajouter que finalement la sécurité, dans l'esprit des gens, c'est la sécurité publique. Ils n'ont pas le réflexe sécurité privée et il faut surfer sur l'actualité. Aujourd'hui, avec la campagne présidentielle, on parle de la sécurité, c'est l'un ou le deuxième sujet phare de cette campagne, le pouvoir d'achat et la sécurité. Peut-être vous devriez expliquer que la sécurité privée, elle est au quotidien, auprès des entreprises, auprès des particuliers. Donc ça veut dire quoi? Et en lien avec la sécurité publique. En lien, on appuie. C'est-à-dire, est-ce que pas en compétition, mais en appui. Est-ce que, par exemple, ça serait de rassembler des journalistes, le club des journalistes, par exemple, avec pour faire un communiqué déjà de presse, se faire connaître. Déjà se faire connaître. Déjà se faire connaître. Je ne sais pas si vous avez les moyens de faire une campagne de publicité. Souvent, il y a des petits placards dans les journaux qui ne coûtent pas forcément une fortune. Alors, pardon, parce que mais à News Sécurité, c'est ce qu'on a mis en ce que place. vous faites. Là, Vous faites aujourd'hui, au quotidien. demain C'est ce que soir, j'ai nous avons découvert. une quinzaine de journalistes des grands médias. On a fait ce club des journalistes. C'est des grands médias nationaux. Exactement. Voilà. Et c'est formidable ce qui a été fait. On les sensibilise à la sécurité privée, mais aussi à l'idée du continuum. Donc on a un représentant. Donc là, demain, c'est préfet de Mazières qui sera présent avec des représentants du secteur privé. Et notamment, bon là en l'occurrence, le numéro 2 d'ACNIL. Mais on est dans cette idée de sensibiliser. Moi je dirais que Claude et Eric, ça serait intéressant de voir ça. Mais depuis trop longtemps, nombreuses années, moi je dirais peut-être 20 ans, ou peut-être 30 ans même, l'idée de la sécurité privée, d'une part, c'était de rencontrer des députés, des sénateurs et ministère de l'Intérieur. Et c'était ça. Et vous êtes tapé la tête contre les murs pendant 20 ans, où quasiment rien n'a changé. Il y a eu des petites évolutions, mais voilà. Mais très peu. Très peu. Mais aujourd'hui, on a des médias dans tous les sens, des médias d'information, la presse, dans un monde ouvert, les réseaux sociaux, etc. Un monde ouvert. On n'a quasiment personne de la sécurité privée représentée. Que ce soit des présidents d'associations, de syndicats, etc. Jamais. Jamais. C'est très peu, ou quand il y a malheureusement une situation difficile, mais pas de façon positive en tout cas.
Non, mais ça montre quand même qu'il y a un trou dans la raquette. Ça montre qu'il y a un enjeu majeur et les qu'il directeurs faut sécurité sûreté, combler. pendant de nombreuses années aussi, étaient dans cette dimension-là. D'ailleurs, ils n'étaient même pas sur LinkedIn avec leur propre nom, parce qu'ils disaient peut-être qu'ils ont évolué. Et aujourd'hui, on voit avec l'émission Parcours que ça y est, ils prennent la parole. Ils expliquent leur parcours, comment leurs études, leur passé, leur passion, leur motivation, etc. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'ils emmènent les jeunes derrière. Et je dirais, pour compléter ce que tu dis, c'est que moi, depuis que je vous connais, j'ai appris ce qu'était le monde de la sécurité privée. J'ignorais complètement. Pour moi, c'était Century 21, où c'était le gardien. C'est extraordinaire de voir les ressources et le travail qui est fait par cette profession. Bien sûr. Mais pourquoi, par exemple, dans le média, les réflexes des grands médias, c'est toujours d'inviter, quand on parle de sécurité, et ils le font bien, on l'a dit tout à l'heure, les représentants de la police nationale, la gendarmerie nationale, ce qui est normal, ce qui est logique. On l'a dit. Mais pourquoi jamais? C'est intéressant de savoir pourquoi. Il faut les rencontrer déjà, il faut les connaître. Non, mais donc voilà, c'est que les journalistes n'ont pas le réflexe. Non, mais il ne faut pas simplement les rencontrer, il faut les rencontrer et leur apporter aussi des éléments qui leur permettent de considérer que c'est intéressant d'aller plus loin. Sauf que ça y est, ça a commencé, on l'a fait. Et à chaque fois qu'on le fait, ça donne créer un événement. La sécurité, c'est nous aussi. Bien sûr. La sécurité de la France, c'est nous aussi. Il faudrait que vous trouviez un slogan, un truc qui attire l'attention. Bien sûr que la police, elle est remarquable et je pense que les Français l'adorent. Des hauts et des bas, mais franchement, ils l'adorent, la gendarmerie. Mais cette sécurité privée, ils ne savent pas ce que c'est. Oui, puis elle n'est pas dans une logique de compétition avec la police nationale, cette filière de la sécurité privée. Elle est en appui. Elle est en appui. Quand dans un bâtiment, on assure la sécurité grâce à des moyens technologiques, une présence humaine, on appuie l'action que peut mener la police nationale ou la gendarmerie. Quand on télésurveille des installations, on contribue à détecter et à éviter des interventions intempestives. Mais il y a une question. J'ai vu récemment dans des journaux que la vidéosurveillance n'était pas un si grand succès que ça. Levallois-Perret, je crois, je ne sais plus où. Voilà, on aurait besoin d'un décryptage de la part de... Oui, voilà. C'est de la vidéosurveillance ou de la vidéoprotection? Protection. Oui. Voilà, c'est marrant, ça sert à rien. Vous voyez, c'est typique du genre de sujet que... On a un exemple. Nous sommes allés il y a très peu, pardonne-moi. Un exemple différent, dans la Lozère, on avait le député de la Lozère, et il y a une caméra de vidéosurveillance. Il y a eu sur une année 90 dossiers. 90 dossiers qui ont pu être résolus grâce à cette caméra de vidéosurveillance. Non, mais ce qui est intéressant dans cet échange, c'est qu'on mesure bien l'impact que peut avoir, d'une part, une volonté collective, d'autre part, un message clair, troisièmement, des moyens, quels qu'ils soient, pour mettre en musique cette stratégie, avec de l'image, avec du son, l'intérêt d'une visite terrain permettant de mettre en valeur des femmes, des hommes ou des solutions. Et cinquième point, la nécessité d'être dans un monde ouvert, c'est-à-dire de casser avec des logiques qui sont celles souvent des organisations professionnelles des différents métiers de la filière privée, qui en effet sont repliées sur elles-mêmes, soit par crainte d'ailleurs d'être finalement la proie d'un certain nombre de journalistes qui vont mettre en valeur ou au contraire malheureusement mettre en difficulté ces entreprises, soit parce que structurellement, elles ne sont pas prêtes à ça. C'est pas grave. Et donc, ce n'est pas grave. Je dirais pourquoi. Ce n'est pas grave. Bien sûr. Je vais prendre un exemple tout de suite. Ça me fait penser à la fédération des hypermarchés. Absolument. On a besoin du président de la fédération, il intervient de manière globale, mais on est très heureux d'avoir Michel-Édouard Leclerc qui parle remarquablement bien et qui tape sur la table avec son petit coup de gueule. Et c'est pas pour autant que le patron de Carrefour va s'en plaindre. Absolument. C'est cette dynamique-là, avec évidemment la particularité d'être dans une filière marchande, avec des relations avec une économie, avec des contraintes. Donc ça, c'est un aspect qu'il faut prendre aussi en considération, et que dans cette filière marchande, au-delà de la volonté collective et du message unique, il y a des enjeux aussi de concurrence, des enjeux économiques qui font que les interlocuteurs ont parfois intérêt à s'entendre et parfois, malheureusement, à entretenir la mésentente qui contribue à des jeux de pouvoir. Donc il faut casser ça parce que c'est l'intérêt national. Je reviens sur ce que disait Michael tout à l'heure et à juste titre. Il y a dans les entreprises de sécurité privée en France des femmes et des hommes qui sont profondément républicains. C'est vrai, je le témoigne. Qui sont attachés à ce que leur action, même si en effet elle est économique, puisse être utile pour que police, gendarmes, police municipale ou autres acteurs de la sécurité publique puissent travailler dans de meilleures conditions. Et ces valeurs fortes d'attachement à la France,
d'attachement à nos valeurs, d'attachement à nos traditions, n'est pas suffisamment connu et perçu par l'opinion publique. C'est pour ça que je dis et je répète que l'enjeu majeur aujourd'hui pour nous, collectivement, c'est le citoyen. Il faut parler de nous aux citoyens avec le cœur et montrer comment nous sommes utiles. C'est tout nouveau. C'est tout nouveau. C'est une prise de conscience relativement récente. Et c'est là où on pousse là-dessus, et on vous pousse, avec Alexandre et d'autres, à justement faire en sorte qu'il faut parler à nos concitoyens par l'intermédiaire des journalistes des grands médias. C'est des valeurs, excusez-moi, c'est des valeurs que nous partageons absolument, évidemment, des valeurs républicaines. Mais du coup, ça me permet peut-être de pondérer un petit peu votre constat, Mickaël, qui est un peu sévère, sans doute. Peut-être à juste titre. C'est pour faire réagir. C'est pour faire réagir. Je ne me permettrai pas de juger, évidemment, la communication et la sécurité privée, parce qu'il y a quelque chose qu'on a réussi collectivement, c'est-à-dire aussi bien vous que nous, c'est de se connaître. Oui. Parce que le continuum de sécurité, c'est ça, c'est quand même au quotidien. Bien sûr. Évidemment, il peut y avoir des difficultés un petit peu partout, mais en tout cas, vous êtes quand même particulièrement bien connus dans toutes nos actions quotidiennes. Dans les groupes opérationnels, de partenariats opérationnels que nous avons au quotidien, sécurité publique quand même, on en a des milliers sur la France, pour résoudre les problèmes locaux, collectivement, pour faire de la coproduction de sécurité, etc. Nous vous identifions parfaitement. Et nous nous identifions collectivement. Donc, ce qui montre qu'il y a déjà, sur tous les partenaires, l'ensemble des partenaires, une connaissance qui est quand même assez fine, parfois sur les territoires. Ce que veut dire Mickaël, c'est qu'il faut être au niveau des enjeux de l'intérêt national aujourd'hui. Je l'entends parfaitement et ça nécessite une stratégie de l'intérêt national, de l'emploi. Enfin, je veux dire, il y a des... Là, on manque de... La sécurité privée manque de personnel dans quasiment tous les domaines. Et je reviens sur la cyber. Tu me dis, la cyber communique très bien. Elle communique mieux, globalement. Est-ce que la police arrive à savoir un petit peu, via ce que vous produisez sur les réseaux sociaux et à travers les médias, justement l'impact que ça a sur le recrutement? Oui, clairement, parce que lorsqu'on fait une campagne de communication, ou même, je vous citerai le week-end dernier, où nous étions très présents au Salon de l'étudiant à Paris, et pas qu'à l'entrée. Et pas qu'à l'entrée, évidemment, puisque nous avions un stand où nous étions vraiment l'institution phare sur l'intégralité du salon. Nous avons fait des lives sur nos réseaux sociaux, justement, pour expliquer en conférence live nos métiers, vraiment avec les CRS, avec la police scientifique, avec le métier d'enquêteur, comment rentrer avec diplôme, sans diplôme, tout niveau, etc. Nous l'avons expliqué pendant 3 jours consécutifs. On a des jeunes qui sont venus sur le stand de l'étudiant et qui sont restés les 3 jours consécutifs sur le stand de la police nationale. Bon, ce qui montre quand même un attrait, malgré ce qu'on peut entendre, un attrait quand même assez fort. Et ils n'étaient pas menottés. Donc oui, on a un impact. Et pour répondre précisément à votre question, ils n'étaient pas menottés, ils étaient parfaitement enthousiastes de rencontrer des policiers, des vrais, du RAID, des brigades de recherche et d'intervention, des BRI, qui étaient sur le stand avec nous. Et des jeunes particulièrement motivés. Et puis, jeunes et moins jeunes, encore une fois, on a des Master 2, des jeunes sans diplôme, des jeunes avec le bac. Et comme on crée en plus une réserve opérationnelle, on a largement ouvert nos portes pour pouvoir les accueillir. Mais pour répondre précisément à votre question, à chaque fois que nous faisons une campagne de communication, à chaque fois que nous sommes présents sur des salons d'étudiants ou des salons de métiers et de forums métiers, nous avons un pic sur nos internet devenirpolicier.fr de demandes, de renseignements, de chats ou de retrait de candidature. Donc c'est utile. C'est évidemment utile de présenter nos métiers, d'expliquer les avantages, les inconvénients aussi. C'est un métier qui est difficile, il faut le prendre en compte. Quand on arrive dans la police nationale, il faut avoir les épaules solides, il faut vraiment avoir une conviction chevillée au corps. Et c'est avant tout ça, en fait, c'est une motivation. Ceci dit, la police nationale, c'est vraiment un métier de conviction, un métier de sens, et je pense que c'est aussi ce que recherchent les jeunes. Donc on y est aidé avec ce sens, cette recherche de sens. Donc c'est certain. Mais voilà, on a un impact. Oui, tout à fait. On est presque arrivé au terme, Claude. Juste un mot, quels que soient les métiers de la filière privée, ils ne peuvent être perçus par l'opinion publique comme évidemment des métiers prometteurs, y compris pour de jeunes hommes et de jeunes femmes qui cherchent un emploi et des perspectives de carrière, que si nous informons mieux, collectivement, et que nous savons nous organiser autour d'un message simple, et qui est le même pour tous.
il faut vraiment avancer dans ce sens. Et moi, je suis en effet très attentif à tout ce que vous avez expliqué et à ce que vous essayez de mettre en mouvement. Il y a vraisemblablement, et peut-être pourrions-nous poursuivre cet échange dans un autre cadre, des expériences très utiles que nous pourrions partager et qui nous permettraient, nous, d'être au niveau nécessaire. Je voudrais laisser la conclusion à Mickaël et Eric pour, globalement, expliquer quelles sont vraiment à court terme, les obligations de la sécurité privée pour mieux communiquer et être plus présent dans les médias. Non, moi je répéterai ce que j'ai dit, c'est plus vous irez vers les journalistes, plus ils seront attentifs, plus vous donnerez de l'information, plus ils l'apprendront. Bien sûr. De la séduction. Tous les exemples le montrent, la séduction, intéresser, fournir du contenu. Voilà, fournir du contenu, essentiellement. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile. Fournir des histoires. Exactement, raconter des stories. Comme on dit. Moi, la conclusion, alors c'est vrai que j'étais un peu dur, mais je suis dur parce que j'aime la sécurité privée et parce que c'est au niveau des enjeux. Et que, je le répète, ce sont des gens extrêmement républicains qui aiment absolument, il y a rien à dire là-dessus, la police, la gendarmerie, il y a cette idée de servir de manière sociétale la nation, mais néanmoins, il y a un trou dans la raquette. Donc la première chose, c'est un collectif. Union sacrée. L'union sacrée de l'ensemble des associations, syndicats, qui vont des donneurs d'ordre, directeurs sécurité, donc l'Agora, directeur sécurité et CDSE, mais aussi l'ensemble des acteurs qu'on connaît. Tout métier confondu. Donc là, ça suffit, il faut que tout le monde se réunisse. Ça suffit, première chose. Et il faut le faire vite. Je pense qu'il y a une fenêtre de tir, Eric l'a rappelé, par rapport aux élections législatives qui vont arriver. Et il faut surfer sur la vague du continuum qui a été, je le rappelle, mis en place par l'ancien maire de Lyon et ancien ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans cette idée, dans cette prise de conscience que la sécurité privée pouvait être un appui de la sécurité publique. Bon. Et Agnew Sécurité sera là pour vous aider, bien évidemment. Et ça, le fait déjà, très concrètement. Et donc, du coup, avec ce collectif, l'idée d'aller sensibiliser les journalistes des grands médias. On a créé cet outil, entre guillemets, du club des journalistes pour justement sensibiliser la sécurité privée aux grands journalistes des médias nationaux et PQR. Donc ça, c'est un point mais fondamental. Bien sûr, continuer les entretiens, et ça, c'est très bien fait. Aujourd'hui, les discussions avec les députés, sénateurs, ministère de l'Intérieur, il faut continuer. Mais ce ne seront pas la solution. Les solutions passeront par ce genre de canal que j'ai cité tout à l'heure. Donc voilà, c'est l'union sacrée. L'ensemble des associations, syndicats doivent se réunir, mettre les moyens aussi, et pas communiquer. Un coup, c'est l'entreprise A, l'entreprise privée. Chacun de son côté. C'est montrer l'ensemble des valeurs, des métiers de la sécurité. Et des messages clairs. Voilà. Et des messages clairs. Ça sera les moyens. Les messages clairs, tout ça, ça fera. Et ça se pense aussi, les messages. Évidemment, parfois, ça nécessite. Mais tant qu'il n'y a pas le collectif, ça ne peut pas se passer. Impossible. Voilà. Impossible. C'est aussi simple que ça. Donc je dirais, arrêtez de vous taper la tête contre les murs depuis des années. Faites maintenant, agissez, et tout le monde va y gagner, et nos concitoyens, et l'État va y gagner. Et je rappelle que l'État, pour beaucoup, ne comprennent pas toujours ce qui se passe dans la sécurité privée eux-mêmes. Bien sûr. Merci à tous d'être venus sur le plateau d'Agnew Sécurité. Merci. On était ravis pour ce débat sur la communication de la sécurité privée. Tous les replays de toutes les émissions sont disponibles sur l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Voilà, à très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.